Bonjour à tous, nous abordons dans cette vidéo la seconde partie consacrée à la fonction des gammes de production. Vous pouvez retrouver son lien en cliquant ici en haut à droite ou dans la description de la vidéo. Nous continuons donc avec le tableau des opérations. Je rappelle rapidement que les informations indiquées dans cette vidéo sont valables dans toutes les versions de ZX3, même les plus anciennes. Allez, c'est parti. Alors nous revoilà sur la fonction des gammes. Donc je vais agrandir mon bloc gamme afin de voir le tableau. Les numéros de séquence fonctionnent de la même façon que pour les nomenclatures, c'est-à-dire de 5 en 5, afin de permettre l'insertion potentielle d'une nouvelle opération sans devoir tout modifier. Il existe d'ailleurs une fonction permettant de renuméroter les séquences que je détaille dans mes formations complètes sur le module GPAO. Et comme vous le savez, dans tout ZX3, il existe dans les tableaux un mode fiche qui permet de voir la ligne de façon plus visuelle et sur un seul écran. Pour les opérations, cette visualisation est d'ailleurs plus que pertinente, car quelques informations n'apparaissent pas dans le tableau pour éviter de le surcharger. Nous allons alors aller ici dans les trois petits points en début de ligne. Pour les anciennes versions antérieures à la V6, c'est dans le clic droit de cette même ligne. Et nous cliquons sur Détail opération. On retrouve en haut le numéro de l'opération sélectionné. On retrouve également les dates de début et dates de fin, qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, en relation avec la date de référence, c'est-à-dire que c'est la date de référence qui permettra de voir une opération qui est dans le bornage de la date de début et la date de fin. Si l'opération évolue dans le temps, nous préférerons recréer une nouvelle opération au même numéro de séquence avec une date de début d'application et une date de fin sur l'ancienne version de l'opération, afin de garder, grâce à cette date de référence, l'ensemble des évolutions de la gamme, au lieu de simplement modifier les informations dans l'opération toujours en cours. Mais ça permettra au fil du temps d'enrichir les évolutions de la gamme et grâce à la date de référence de voir les différentes évolutions que celle-ci a subies. Nous avons ici le numéro de l'opération standard. Le numéro de l'opération standard, c'est généralement un code de 4 chiffres qui permet de rappeler une opération dite standard et qu'on aura préalablement créée dans une bibliothèque d'opérations standard. C'est une autre fonction. Si vous avez des opérations qui sont strictement identiques en tout point et que vous réutilisez de nombreuses fois dans des gammes, eh bien au lieu de systématiquement ressaisir dans la gamme l'ensemble des éléments et des données de l'opération, il vous est possible de le faire une bonne fois pour toutes dans les opérations standards et la rappeler quand c'est nécessaire sans devoir ressaisir la moindre information par la suite. Voilà à quoi servent les opérations standards. Bien entendu, nous allons mettre une désignation de l'opération. Ensuite, l'une des informations la plus importante de l'opération, c'est le poste de charge. Il s'agit ici du poste de charge principal de l'opération. Il peut correspondre à une machine ou une main-d'œuvre. Vous avez la liste des postes de charge enregistrés dans votre système via la loupe. On voit la totalité des postes de charge, leur code et leur libellé. Au niveau des anciennes versions, c'est toujours en clic droit sélection. Et le nombre d'exemplaires du poste de charge en question. Ici, nous avons besoin que d'une personne pour effectuer la tâche, le magasinier. Mais si nous avions besoin de 2 personnes, nous mettrions ici tout simplement 2. Ce qui diminue de fait le temps de charge. Le poste de main-d'œuvre ici correspond en fait à un poste secondaire, mais exclusivement de main-d'œuvre. Si je clique sur la loupe, ici nous ne verrons que des postes de main-d'œuvre et plus de machines comme nous avions tout à l'heure sur le poste de charge principal. C'est un poste non obligatoire qui permet principalement, dans le cas d'un poste de charge principal de type machine, d'indiquer si nous comptons en plus une main-d'œuvre de façon séparée. Bien souvent, les postes de charge de type machine intègrent la main-d'œuvre au moins en termes de coût et de temps, si la machine ne peut pas fonctionner en autonomie. Après, ça permet également, dans certains cas, de dire non, moi j'ai une main-d'œuvre qui est 100% associée à un poste de charge, mais je veux réellement séparer pour des questions d'analyse les coûts de mon poste de charge et de mon poste de main-d'œuvre parce que ce ne sont pas du tout les mêmes et on ne les assimile pas ensemble. Donc à ce moment-là, on les sépare.
En dessous, nous retrouvons le type de temps opératoire. C'est une information importante sur la structure de l'opération. On va indiquer au système le mode de fonctionnement en termes de données temporelles. Soit proportionnel comme c'est ici. Dans ce cas, nous indiquerons au système un temps de production en heures ou en minutes. Ce temps sera alors recalculé dans les OF en fonction de la quantité à produire. En tabulant, nous voyons le temps de réglage qui est indiqué ici en minutes parce que ma gamme, si on retourne dans l'entête, ici, on a indiqué des minutes. Donc si je retourne dans mon détail de gamme, il nous indique bien que le type de temps est minute ici, donc il faudra que j'indique le temps de réglage en minutes. On continue de tabuler. L'unité de gestion par lot permet d'indiquer le nombre de pièces qui vont être fabriquées avec cette unité de temps. Temps pour 1, pour 100, pour 1000, ou alors pour un lot. Et à ce moment-là, on indique le lot ici. Je décide que le temps qui est indiqué ici, 6 minutes, alors là on a un petit problème d'affichage parce que le minute se retrouve dans la ligne d'en dessous, mais ce n'est pas très grave. Donc le temps opératoire qui est indiqué ici en minutes décimales, donc 6 minutes, et pour un lot de 10. L'autre type de temps opératoire, ça va être la cadence. Dans ce cas, nous indiquerons au système le nombre de pièces faites dans 1 heure ou dans 1 minute, suivant le type de temps qu'on a déterminé en en-tête. Bien entendu, le temps sera aussi recalculé en fonction de la quantité réelle de lancement des OF, mais au lieu d'indiquer un temps, on va tout simplement indiquer au système un nombre de pièces. Le type de temps peut être également forfaitaire. Dans ce cas-là, nous indiquerons uniquement un temps de réglage potentiel et directement un temps opératoire. Ce temps forfaitaire est immuable, quelle que soit la quantité, et ne sera pas modifié dans les ordres de fabrication. C'est ce qu'on va appeler une donnée fixe. Nous retrouvons pour les 3 types de temps opératoire, proportionnel, cadence ou forfaitaire, l'efficience ici en pourcentage. Alors l'efficience, elle permet d'indiquer l'optimisme de la machine. Cette valeur n'agira que sur le temps calculé pour produire. Admettons que j'ai une machine un peu fatiguée. Si ici je mets 90%, alors le système augmentera de lui-même le temps de production de plus 10%. Alors pour quelle raison le séparer ici et ne pas augmenter le temps opératoire? C'est parce que nous avons à disposition un outil qui nous permet de modifier cette valeur en masse sur toutes les gammes utilisant un même poste de charge, sans devoir repasser sur l'ensemble des gammes une par une. Donc mon utilitaire, je lui rappellerai mon poste de charge ici qui est lab004. Je lui dirai pour toutes les opérations actives dans ma base, l'efficience, ce n'est plus 100%, c'est 90. Donc à ce moment-là, en automatique, il viendra mettre à jour toutes mes opérations de gamme. Il mettra 90 dans toutes mes opérations, sujettes à ce poste de charge-là, sans modifier le temps opératoire. En termes de maintenance, c'est beaucoup plus facile. Et dans le même esprit, nous avons ici la perte en pourcentage. Elle va agir principalement sur la quantité. Si par exemple, je mets que 10% ici, naturellement, le système augmentera la quantité à produire sur cette opération dans l'ordre de fabrication de 10%. Nous retrouvons ici des coefficients de main-d'œuvre qui agissent bien entendu uniquement si j'ai un poste de main-d'œuvre ici secondaire. Ces données viennent pondérer le temps de charge de l'opération si la main-d'œuvre ralentit le process de la machine. Les temps hors charge, de préparation avant de produire, d'attente après la production et post-opératoire sont finalement totalement identiques et agrandissent le temps de charge de l'opération, mais peuvent être distinctes pour faciliter la lecture ou mettre à disposition l'information sur les documents édités. Dans tous les cas, ces données ne sont pas prises en compte pour les calculs de charge, ni pour les calculs dans le MRP, calcul de besoin net ou PDP. Nous retrouvons ici rapidement les fiches techniques, les numéros de plan et l'image de l'opération, ainsi que l'outillage, la fixation et le programme. Alors ces données étaient totalement indicatives dans certaines anciennes versions de Sedgix3. Aujourd'hui, la fiche technique est devenue une vraie fonction indépendante et permet d'avoir une bibliothèque de fiches techniques. Bon, ici j'en ai que 2, qui permet d'indiquer le process et qui peut être également édité avec le document de fabrication. Le numéro de plan opération et l'image opération sont des données purement indicatives qui seront imprimées sur l'ordre de fabrication ou la fiche suiveuse.
L'outillage est en fait un article de catégorie outillage et les fixations et programmes ici sont également des données indicatives à faire apparaître sur les documents de production, notamment la fiche suiveuse. Et enfin, le texte ligne qui se trouve tout en bas. Pour les anciennes versions à partir de la V6, c'est en clic 3 sur la ligne d'opération et c'est texte ligne. Ce texte ligne est très utilisé et permet de fournir toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'opération sur le document de l'ordre de fabrication ou la fiche suiveuse. Vous pouvez y mettre autant de texte que vous le souhaitez afin de détailler au maximum les actions à mener lors de cette opération. Nous allons revenir sur le tableau des opérations. Au final, on peut voir l'ensemble des opérations qui sont menées de façon très rapide et condensée. On peut voir ici uniquement les opérations où j'ai un poste de main-d'œuvre secondaire rattaché. Et si on pousse un petit peu, on voit quelles sont les opérations qui sont soumises à du réglage. Mais en un clin d'œil, on voit l'ensemble de la gamme et ce très rapidement. Voilà pour les opérations qui constituent beaucoup de données de gestion. Nous n'avons pas abordé la question de la sous-traitance qui peut être aussi dans un poste de charge spécifique, mais également et désormais depuis quelques versions maintenant de 7J3 dans un module de sous-traitance à part entière. Nous n'avons pas vu non plus le jalonnement qui pourrait faire partie d'une vidéo complète. J'espère en tout cas vous avoir présenté clairement le plus d'informations de cette fonction. Vous pouvez retrouver le lien vers mes formations complètes dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à partager ces tutoriels autour de vous et vous abonner à la chaîne. A bientôt!